Mes chers amis, quel bonheur de vous retrouver ici, si nombreux, sur la butte d'Orgemont à Argenteuil. Tout au long de cette journée, vous aurez été plus de 2000 cœurs vaillants qui refusent la fatalité et le découragement de la défaite. 2000 cœurs vaillants qui, forts de leur amour de la France, ont l'audace de vouloir défricher un chemin politique totalement nouveau. Alors, je voulais d'abord vous dire merci. Merci à tous ceux d'entre vous qui ont animé les ateliers ce matin. Jérôme Chartier, Natacha Bouchard, Cédric Nouvelot, Soazic Perrault, Frédéric Pechnard, Sabine Bernasconi et Othman Nasrou. Et j'ai une pensée très affectueuse pour Éric Woerth. Éric Woerth qui a perdu son père hier et qui n'a pas pu venir, du coup, nous rejoindre aujourd'hui. Merci aux intervenants de la société civile, Éric Scotto, Marilène Vicari, Stéphanie Delestre, Éric Mestralet, Thibaut de Montbrial, Mamassi, Malika Sorel, Robin Rivaton et Nasser Guémat. Merci à Robin Reda et à Laurence Haribagé qui ont animé avec talent les débats du déjeuner. Merci à tous les témoignages de tous les élus qui, dans toute la France, ont décidé de nous rejoindre et qui ont témoigné de leurs ressentis dans tous les territoires de France. Je voudrais aussi remercier les 500 élus qui soutiennent d'ores et déjà notre démarche, au premier rang desquels le président du Sénat, Gérard Larcher, et le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer. Merci aux 73 parlementaires et anciens parlementaires qui ont rejoint le mouvement. Je dois excuser tous ceux qui sont retenus par leurs obligations de rentrée, qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. Nous avons reçu sur Twitter un grand nombre de messages de soutien et je dois vous transmettre personnellement celui de Philippe Richert, le président de la région Grand Est, et de Didier Robert, le président de la Réunion. Avant de commencer ce discours, et si vous me le permettez, je voudrais que nous fassions une minute de silence et de recueillement en solidarité avec toutes les victimes de l'ouragan Irma qui a endeuillé les Antilles. Notre cœur est aujourd'hui auprès de nos compatriotes ultramarins. Vous pourrez exprimer votre solidarité au stand de la Croix-Rouge et en faisant des dons à Croix-Rouge Urgence Antilles. J'en profite pour faire un salut amical à tous les ultramarins qui sont rassemblés sur la butte d'Argenteuil aujourd'hui. Alors, vous l'avez compris, le choix de nous réunir aujourd'hui à Argenteuil, dans le Val d'Oise, ne doit rien au hasard. Le Val d'Oise, c'est l'un des départements les plus jeunes de France, où la mixité sociale se vit au quotidien. Un département de cadres et d'ouvriers, où l'industrie côtoie l'agriculture, les villes populaires, les villes nouvelles, où se mêlent les quartiers résidentiels et les villages des parcs naturels. Je salue ici l'équipe du président Arnaud Bazin, qui a sauvé le département en situation de quasi-faillite en reprenant les rênes à la gauche en 2011. Et je salue aussi tous les élus de ce beau département. La vue est spectaculaire et pourtant,
La France périphérique, elle commence ici, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Si près, mais déjà si loin. Argenteuil est à l'image de ce département. Une ville pleine de contrastes, un concentré de France, d'histoire et de modernité. Il y a un siècle, on y récoltait du vin, le piccolo, du verbe picoler, des figues et des asperges. On y venait en villégiature. La ville s'est industrialisée puissamment au XXe siècle, les usines ont remplacé les champs, les grands ensembles se sont construits, et puis beaucoup d'usines ont fermé. Argenteuil, c'est la ville de Monet et des impressionnistes qui ont tant aimé peindre ses berges de Seine et ses champs, mais aussi ses trains et ses usines. Elle est passée des impressionnistes aux communistes, dont elle a été un des fiefs pendant plusieurs décennies. Et c'est au courage et à la détermination de Georges Meutron, son maire, qui nous accueille aujourd'hui, que nous devons sa reconquête. Georges a prouvé que la droite pouvait parler à la France populaire et en être entendue. Il s'est engagé dans une action de longue haleine de transformation de sa ville et je le soutiens totalement. Il s'agit pour lui, comme pour nous tous, de casser les ghettos, de dynamiser l'économie et de faire exister la République et ses valeurs partout sur le territoire, y compris sur la fameuse dalle d'Argenteuil. Reconquérir l'électorat populaire, redonner espoir à la jeunesse, affirmer et défendre partout les valeurs républicaines, voilà les défis prioritaires que nous devons relever pour relever la France. En effet, l'heure est grave. Notre famille politique vient de subir sa deuxième défaite successive à la mère des élections, l'élection présidentielle, celle dont découle tout le reste. Mais ce que nous venons de vivre est bien plus qu'une défaite, c'est un changement d'époque. L'élection d'Emmanuel Macron, comme l'a si bien dit Bernard Accoyer ce matin, un président qui se dit et de gauche et de droite, et qui a nommé un Premier ministre issu de nos rangs, cette élection nous oblige. Elle nous oblige à une remise en cause radicale. On va nous dire « circulez, il n'y a plus rien à voir, la droite est morte, le clivage droite-gauche, c'est fini, il ne reste rien d'autre dans le paysage politique que le parti du président et les extrêmes, la France insoumise, le Front national ». Alors, face à cette situation inédite, face à ce séisme politique, face à ce défi qui nous est lancé, celui d'incarner à nouveau l'espoir pour les Français, que faire ? Les failles du système Macron ont commencé d'apparaître depuis 3 mois. La première faille, c'est un manque d'audace réformatrice. Vous le savez, tout ce qu'on ne fait pas dans les 100 premiers jours, on a du mal à le faire après. Or, à ce stade, le bilan d'Emmanuel Macron est bien maigre. Une loi travail qui va dans la bonne direction, mais qui ne suffira pas à elle seule pour vaincre le fléau du chômage. Pour cela, il faudrait une baisse d'impôts massive, une baisse des charges, une simplification de toutes les contraintes bureaucratiques, bref, un vrai Big Bang. Le compte n'y est pas. Retraite, assurance chômage, simplification, décentralisation, rien n'a bougé, rien n'a changé. Au contraire, les APL baissent, la CSG augmente, le pouvoir d'achat diminue et la désillusion s'installe. La deuxième faille, c'est un manque de fermeté face aux menaces qui peuvent déstabiliser le pays. Si Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de combattre le terrorisme islamiste, il semble néanmoins toujours victime de l'angélisme qui caractérise la gauche française. Quand il dit, je le cite, « Si dans nos banlieues,
certains hommes refusent de serrer la main des femmes, ça n'a rien à voir avec la religion. Ils nient la gravité de la menace que les islamistes font peser sur la cohésion nationale. Aujourd'hui, il appartiendrait au contraire au président de la République d'ouvrir les yeux et de réaffirmer une laïcité sans faille pour faire prévaloir partout les lois de la République. Quand Emmanuel Macron veut redonner à la police nationale une mission de police de proximité, alors qu'elle est déjà débordée, et qu'il faudrait au contraire renforcer les missions des polices municipales, quand il reste muet sur la nécessité de durcir notre réponse pénale, nous voulons lui dire clairement, il n'y a pas de politique d'autorité sans sanction. L'impunité est le pire des messages. C'est le message d'une République qu'on peut défier et qui baisse la tête. Enfin, les flux migratoires. La France est une terre d'asile et à mes yeux, elle doit le rester. Mais disons-le clairement, nous n'avons pas les moyens d'accueillir les vagues de migrants économiques qui déferlent sur notre pays. La troisième faille d'Emmanuel Macron, c'est perçoit-il les fractures territoriales qui aujourd'hui ne cessent de se creuser? Voit-il la détresse de cette France périphérique qui commence à quelques encablures de chaque grande métropole? La cohésion nationale, ce ne sont pas des villes prospères face à des campagnes ou des quartiers populaires abandonnés. La dernière faille du système Macron, c'est l'hyperconcentration du pouvoir. Face à cette hyperconcentration du pouvoir, à Paris, dans un petit cercle, où vont se trouver les espaces de débat démocratique? Où se retrouveront ceux qui pensent différemment? Où se construiront les idées neuves? C'est là le défi. Je veux que notre mouvement libre devienne le lieu où la liberté de penser sera la règle, où tous ceux qui se retrouvent dans les différentes sensibilités de la droite et du centre pourront se sentir bien. Mais pour construire une alternative crédible au gouvernement, nous avons un devoir d'inventaire. Un devoir d'inventaire sur les raisons de nos deux défaites successives, celle de 2012 et celle de 2017. Nous sommes partis pleins d'audace pour la dernière présidentielle. La société civile, largement associée à la conception du programme au sein de Force républicaine, avait l'ambition de tout changer. Et puis, le poison des affaires, la guerre des chefs et des sous-chefs, une campagne d'épreuves imprévues et contre lesquelles nous n'avons pas su trouver la parade, nous ont conduits à nous recroqueviller, à nous rétrécir, à nous couper des jeunes, des milieux populaires, de la France urbaine. Avec l'abstention, écoutez bien ce chiffre, avec l'abstention, c'est 6% des moins de 35 ans qui ont voté pour nous. 6%. Comment espérer diriger la France si nous ne parlons plus à ceux qui feront la France de demain? Nous avons aussi perdu la France populaire et la France des villes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su incarner une espérance. Nous avons paru plus attachés à la France d'hier qu'à celle de demain. Nous avons trop tiré sur la corde du « c'était mieux avant » et du déclinisme. Nous n'avons pas su mettre en avant nos atouts et apporter des solutions crédibles aux problèmes des Français. Nous avons aussi donné le sentiment d'être éloignés de leur vie quotidienne. La droite n'a pas rimé avec progrès, avenir, espoir. Alors face à cette situation, il y a deux tentations. Et puis il y a une troisième voie. La première tentation, c'est de baisser les bras, de renoncer, de se dire que la droite n'a plus de voix singulière à faire entendre, de valeurs à défendre. C'est le choix de tous ceux
qui ont rallié le gouvernement et fait un chèque en blanc à Emmanuel Macron, sans que celui-ci ne fasse la moindre concession à leur égard. La deuxième tentation, c'est de remonter sur le cheval et de repartir au galop, en pilote automatique, sur les mêmes solutions et les mêmes idées, celles qui malheureusement nous ont fait perdre. C'est de s'aveugler et de refuser de comprendre qu'il faut tout reconstruire du sol au plafond et que ça va prendre du temps. Alors je vous le dis solennellement, j'ai la conviction intime que rien ne serait pire que de repartir comme avant. Rien ne serait pire que de servir aux Français la saison 3 de À droite toute, une série dont ils connaissent déjà le scénario, dont ils anticiperont à l'avance les péripéties, une série qu'on a vue, qu'on a revue, avec des mots entendus et des réflexes stéréotypés. On en a assez des rediffusions. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous savez au fond de vous, que vous sentez que nous devons construire du neuf et qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. On doit sortir de notre zone de confort. On doit explorer de nouvelles pistes. La France change. Elle doit faire face à de nouveaux défis. Et les Français attendent de nous que nous changions aussi et que nous répondions autrement à ces nouveaux défis. C'est pourquoi, je l'ai dit, ni Macron ni Buisson, on a une troisième voie à inventer. Il faut nous relever. Nous en avons la capacité, nous en avons le potentiel, nous en avons les talents, j'en ai certains autour de moi, et nous avons surtout des valeurs qui sont fortes. Moi, je ne crois pas à la confusion des idées, je ne crois pas à l'effacement des valeurs. Le clivage droite-gauche est présent dans la mémoire de notre nation, dans son histoire, depuis la Révolution française. Il a un sens. Ce n'est pas une question partisane, ce n'est pas une histoire de sectarisme, c'est une question de vision du monde, d'héritage ou de caractère. Il y aura toujours des Français plus attachés à la liberté qu'à l'égalitarisme. Il y aura toujours des Français qui préféreront la responsabilité individuelle à la culture de l'excuse. Il y aura toujours des Français qui, comme l'écrivait Mauriac, croient en l'homme. Il y aura toujours des Français qui croient que la sécurité est la première des libertés. Il y aura toujours des Français qui défendront l'indivisibilité de la République avant tout, sans aucune compromission avec les communautarismes. Il y aura toujours des Français qui croient à la nécessité de l'Europe, mais aussi à la puissance des nations. Il y aura toujours des Français attachés à la notion de progrès et qui croient que l'audace réformatrice peut résoudre les maux économiques et sociaux de notre pays. Ces Français, ils sont de la droite et du centre droit. Et l'élection d'Emmanuel Macron n'y change rien. Vous me connaissez, je suis une gaulliste sociale. Gaulliste, ça veut dire que j'aime la France et que je la veux au premier rang. Gaulliste sociale, ça signifie que je suis attachée à la valeur de l'autorité, mais aussi que je me suis engagée pour lutter contre toutes les injustices. J'ai été formée à l'école de Jacques Chirac. Je suis fière des réformes que nous avons accomplies sous l'autorité de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Et oui, Monsieur Macron, la France est réformable, nous l'avons prouvé. Auprès d'Alain Juppé, j'ai participé à la création de l'UMP.
L'Union pour un mouvement populaire, dont le pacte fondateur tenait en deux principes. Le premier, rassembler toutes les sensibilités de la droite et du centre. Le second, refuser toute porosité avec le Front national. Parce que ce qui fait la force d'âme de la droite, c'est d'avoir toujours préféré Charles de Gaulle à Charles Maurras. Aujourd'hui, chers amis, quelle que soit votre sensibilité, je vous invite à rester unis et fidèles à ce pacte. Quand la droite se rétrécit, elle perd. Quand elle s'élargit, elle gagne. C'est pas moi qui le dis, c'était Nicolas Sarkozy. Alors, si nous sommes fiers de nos valeurs, nous devons aussi être bien dans notre époque. Martin Luther King avait fait un rêve pour l'Amérique. Eh bien, je vous invite à faire un rêve pour la droite. Un rêve pour la droite. Alors, je rêve d'une droite qui ressemblerait à la France et dont les responsables seraient à l'image de la France d'aujourd'hui. Je rêve d'une droite qui fasse de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'émancipation des femmes, de toutes les femmes, une valeur centrale de la société et qui porte ce combat dans tous les territoires, comme je l'ai fait moi-même en me rendant à la place de la Chapelle avec Babette de Rosière et dans certains quartiers où les femmes sont aujourd'hui bannies de l'espace public. Une droite qui, en son sein, ferait toute la place aux femmes, au lieu de toujours esquiver la parité et de les reléguer à des seconds rôles et de leur donner les combats les plus difficiles. Je rêve d'une droite ferme. Redonnons à la loi de la République son autorité. L'impuissance à faire respecter la loi est aujourd'hui une source de colère profonde des Français. Et cela va de la multitude des actes qui pourrissent la vie quotidienne, des incivilités jusqu'aux violences. Revenons enfin aux fondamentaux. Il est incompréhensible que chaque infraction ne soit pas sanctionnée. Il est incompréhensible que chaque condamnation ne soit pas exécutée. Alors, je le dis, une sanction pour chaque infraction et chaque peine sera exécutée. L'autorité de la loi, elle vaut aussi pour les flux migratoires. On en a parlé ce matin avec Natacha Bouchard. Ces flux qui menacent par leur intensité de nous déstabiliser. Des centres de contrôle doivent être installés aux portes de l'Europe pour identifier les réfugiés et les migrants illégaux et éviter leur entrée sur le territoire. Mais le sujet, c'est aussi l'effectivité des reconduites à la frontière. Je demande que chaque mois, le ministère de l'Intérieur publie enfin les chiffres des déboutés du droit d'asile reconduits. Je souhaite enfin que la droite reparle de co-développement, notamment avec l'Afrique. Car le soutien au développement du continent est la seule voie possible pour éviter ce flux de migrants fuyant la misère, la sécheresse et la famine. Oui, nous avons des destins liés avec le continent africain et nous ne pouvons pas l'oublier. Emparons-nous aussi de la valeur de la laïcité pour en faire un rempart face à ceux qui mettent la loi religieuse au-dessus des lois de la République. Nous avons tous notre liberté de conscience, elle est entière, mais elle s'inscrit dans l'espace républicain. Et nous savons bien que la République est souvent défiée, qu'elle ne peut plus baisser la tête.
Au sein de la région Île-de-France, j'ai ainsi imposé à tous nos partenaires le respect d'une charte contraignante de la laïcité pour éviter de verser 1 euro d'argent public à une structure qui connaîtrait des dérives contraires aux valeurs de la République. Il faut dire la vérité, le risque islamiste existe dans nos associations, dans nos clubs sportifs, dans nos entreprises, dans nos établissements scolaires. Et là-dessus, il ne faut pas se voiler la face. Alors, je rêve d'une droite qui ne se contenterait pas de parler aux classes moyennes, mais qui s'adresserait à tous les Français. Une droite qui redonnerait espoir à la France qui se lève tôt, mais aussi à celle qui pense qu'elle n'a plus de raison de se lever le matin. Et je pense aux jeunes décrocheurs à qui personne ne tend la main. Je pense aux chômeurs de longue durée et aux Français victimes d'accidents de la vie que nous devons aider à se relever. En un mot, je rêve d'une droite vraiment sociale. Une droite qui refuserait l'assistanat, bien sûr, mais ne se bornerait pas à cela. Une droite qui innoverait, qui prouverait que dans le domaine social, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Nous dirigeons des villes, des départements, des régions, et partout dans nos territoires, nous sommes en action pour innover. Et quand je vois que les amis de M. Mélenchon, qui gérait les lycées franciliens, nous ont laissé 200 lycées vétustes, notamment les lycées professionnels de banlieue, qui accueillent évidemment les jeunes les plus défavorisés. Eh bien, je me dis, quel décalage entre les belles paroles de la gauche et la médiocrité de leur bilan. Alors je le dis à M. Mélenchon, la France n'a pas besoin de tribuns, elle a besoin de bâtisseurs. Le social efficace est souvent de droite. Et c'est souvent à nous qu'incombe aussi, dans nos territoires, la responsabilité de remettre en marche l'ascenseur social totalement bloqué par le refus de valoriser dans l'éducation, travail, mérite et effort. Alors, vous l'avez compris, je rêve d'une droite qui mettrait l'humain au premier plan de ses décisions. Et mettre l'humain au premier plan, c'est aussi arrêter de promettre l'abrogation de la loi Taubira sur le mariage pour tous. Nous savons bien qu'il est humainement impossible d'y revenir, car derrière cette loi, il y a des couples qui s'aiment. Mettre l'humain au premier plan, c'est aussi revendiquer d'avoir porté le droit à l'interruption de grossesse. Un choix qui appartient à chaque femme qui sait si elle sera en capacité d'accueillir ou non un enfant. Défendons-le. Défendons-le en mémoire d'une grande dame qui s'est battue pour le faire reconnaître. Cette dame qui était notre amie, Madame Simone Veil. Mais mettre l'humain au premier plan, c'est aussi mener pleinement, fermement, résolument le combat pour la dignité de la personne humaine, contre la marchandisation du corps humain et contre la gestation pour autrui. Je rêve d'une droite réformatrice. Défendons l'idée de progrès, d'innovation, de création. Nous vivons une véritable mutation industrielle et technologique avec le numérique, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, dans laquelle la France a tous les atouts scientifiques pour prendre sa place. Nous avons l'occasion unique de réindustrialiser notre pays, de revitaliser nos territoires ruraux, de réinventer de nouvelles manières de travailler, y compris à distance, y compris en indépendant, de vaincre le fléau du chômage et d'améliorer la qualité de vie de tous les Français, dans tous les territoires.
Nous devons nous saisir de ces mutations économiques et sociales et de leurs conséquences. Ce n'est pas être gestionnaire, c'est être visionnaire que de se projeter ainsi dans le nouveau monde qui nous attend, pour y placer la France au premier rang. Le risque existe d'une vassalisation technologique et économique. C'est une question d'indépendance nationale, comme le furent en leur temps les choix d'engager la France dans la filière nucléaire, dans la filière aéronautique et spatiale. Je rêve aussi d'une droite écologique. Oui, nous devons nous approprier la protection de l'environnement et de la santé. Je n'oublie pas les discours fondateurs de Johannesburg par Jacques Chirac ou le Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy. Et l'ouragan Irma nous rappelle douloureusement l'urgence du réchauffement climatique. Nous devons répondre à ce défi par plus de sobriété énergétique et une lutte résolue contre la pollution de la planète. Mais notre écologie à nous est une écologie incitative qui accompagne les Français pour changer leur comportement. Une écologie de progrès qui fait résolument le pari des nouvelles technologies, des nouvelles énergies. Pas une écologie punitive qui restreint autoritairement les libertés, vous voyez à qui je fais allusion, ni une écologie idéologique du blocage. Enfin, je rêve d'une droite patriote, mais qui croirait encore en l'avenir de l'Europe et qui ne l'accuserait pas de toutes nos lâchetés et nos renoncements. Soyons lucides et soyons honnêtes. Au sein de l'Europe, nos voisins ont su retrouver le chemin du plein emploi, alors que nous subissons un chômage de masse depuis 30 ans. Nous savons bien que ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est d'abord de la nôtre. Imitons ces pays dans ce qu'ils ont su réussir. Travaillons à peser sur les choix européens. Ne nous faisons pas imposer des décisions qui ne soient pas conformes à nos intérêts. Assumons de vouloir prendre le leadership en Europe. Soyons offensifs et présents, mais surtout, ne jetons pas notre meilleure protection et notre meilleur atout économique aux orties. Alors ce rêve, mon rêve, il n'est pas désincarné. Il est déjà une réalité dans certains de nos territoires. Nos collectivités sont déjà le banc d'essai des nouvelles solutions pour la France. Alors je voudrais que notre droite soit une droite par la preuve, qui s'appuiera sur les réalisations concrètes de ces élus de terrain, et je les remercie d'être aussi nombreux à avoir rejoint Libre, parce que c'est comme cela, à mon sens, qu'on redonnera envie de droite aux Français. Mes chers amis, voilà l'invitation que je vous lance. Devenons le laboratoire d'idées qui rénovera le logiciel de pensée de la droite française. Nous serons libres, à tous les sens du terme, d'expérimenter, d'explorer, de voyager, d'amener vers nous la société civile, tellement défiante vis-à-vis des partis traditionnels. Si j'ai pris l'initiative de créer Libre avec vous, c'est aussi pour tous ceux qui ont été déçus, qui se sont détournés de nous, ces Français de la droite et du centre qui ont fini par s'abstenir, ou par voter en marche, ou par voter pour les extrêmes, ceux qui ne veulent plus entendre parler de nous. Je leur dis, revenez. Revenez, vous trouverez dans Libre toute votre place, vous trouverez dans Libre une droite de conviction, ferme, sociale et réformatrice, une droite des solutions pour la France. Et ensemble, nous construirons la droite de demain qui ne ressemblera plus à la droite d'hier. Nous ferons émerger, nous repérerons, nous formerons des nouveaux talents. Et je veux avoir un message pour tous nos candidats aux législatives, balayés malgré leur engagement, malgré leur talent, par En Marche. Je voudrais leur dire qu'ils ont combattu vaillamment et que je serai toujours à leur côté. Mieux que quiconque, je sais
que c'est dans la défaite que se forgent les conditions des futures victoires. Mes chers amis, vous le voyez, notre feuille de route est claire. J'irai à votre rencontre dans les territoires et dès la semaine prochaine, ce sera en Corrèze pour lancer une dynamique collective. Des groupes de travail seront formés dans les semaines qui viennent. Et je voudrais pour conclure citer cette magnifique phrase d'André Malraux. « Les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions ». Alors oui, je vous invite à l'action. Je vous demande de me suivre sur un chemin qui est exigeant mais nécessaire. Je ne veux plus que nous soyons une droite de raison. Je veux que nous devenions une droite du cœur. Nous avons 5 ans pour ouvrir les portes et les fenêtres et pour oxygéner la droite. Nous avons 5 ans pour faire renaître l'espérance. Nous avons 5 ans pour bâtir la France de demain. En avant, au travail, tous ensemble, pour la République et pour la France.